Surface de vérité, édition spéciale à Bamako. Deux invités, le chef de file de l'opposition politique et le porte-parole du candidat Ibrahim Boubacar Keïté. On commence par le chef de file de l'opposition politique, Soumaïla Cissé. C'est la troisième fois qu'il participe à l'élection présidentielle malienne et il espère que cette fois-ci sera la bonne. À 600 km dans le sud du pays, à Kaï, nous sommes allés à sa rencontre. Bonsoir, Monsieur le Président. Oui, bonsoir. On vous a vu toute cette semaine à l'intérieur du pays. Le pays profond, vous l'avez parcouru. Parfois, en voiture, vous avez pu découvrir toutes ces difficultés du réseau routier national. Mais on sent que vous avez encore de l'énergie à revendre. Qu'est-ce qui fait que, à cet âge, sur le terrain, au quotidien, en voiture, vous parcourez tout le pays, on sent que vous mettez la dernière énergie? Non, je ne mets pas la dernière énergie, j'ai de l'énergie à revendre. Quand on aime son pays et qu'on se bat avec passion pour quelque chose, on a forcément de l'énergie. Ce pays, je le connais sur le bout des doigts. C'est rare les routes que je n'ai pas faites, c'est rare les villes que je n'ai pas visitées, les villages que je n'ai pas vus. C'est rare que je n'ai pas discuté avec les populations dans chacune des contrées. C'est ce qui me donne cette force de conviction, cette force de continuer à me battre. Ceci dit, je crois que le jeu en vaut la chandelle. C'est un poste prestigieux pour lequel je me bats, mais surtout, j'ai envie de relever des défis pour mon pays. Des défis liés à la sécurité aujourd'hui, qui est un grand problème. La sécurité, paix, des défis liés au tissu social qui est en train de s'effriter et même de se déchirer dans certaines parties de notre pays, en des bagarres intercommunautaires, des défis sociaux, les syndicats des côtés, l'éducation, la santé, l'eau potable. Voilà des défis qui motivent, des problématiques qui motivent, qui font qu'on a besoin d'énergie pour réussir. Vous savez, les fonctions comme celle-ci nécessitent de la santé, nécessitent de l'énergie, de l'allant, de la disponibilité à tout instant. Et je pense que c'est quelque chose sur le terrain avec vous. Je n'ai pas eu besoin de démontrer que j'ai de l'énergie, effectivement. Ce n'est pas lié à l'âge, c'est lié tout simplement à cette volonté de convaincre. Et cette volonté me motive très profondément. Une volonté de restaurer l'espoir avec le peuple malien. Vous pensez aujourd'hui que le peuple n'a plus d'espoir? Les choses se sont effritées. Il y avait tellement d'espoir de retour à la paix. Il y avait tellement d'espoir de lutter contre la corruption, d'amener une gouvernance vertueuse, qu'aujourd'hui, après un bilan si négatif des 5 ans du président sortant, il est évident que le peuple malien a besoin de retrouver de l'espoir, a besoin de croire en quelque chose, a besoin de rêver de quelque chose. Et c'est ce rêve-là que je vais apporter, c'est cet espoir nouveau que je vais mettre sur la table, parce que tout simplement on en a besoin. On en a besoin, on ne peut pas continuer tel que c'est. Et je crois qu'il y a eu tellement de déceptions, il y a eu tellement de perte de confiance. La confiance est complètement étiolée, un petit morceau, qu'aujourd'hui il faut quelqu'un qui leur dise, écoutez, avec moi, on va restaurer l'espoir. Avec moi, on peut ramener les choses vers le bon chemin, vers le droit chemin. Et c'est pour ça qu'on sent beaucoup d'enthousiasme par rapport à ce slogan, par rapport à cette attente. Vous voyez, qu'aujourd'hui, je pense très sincèrement que l'espoir est permis autour de ma candidature et que beaucoup de gens, beaucoup de nos populations se disent que c'est enfin une occasion de retrouver la paix, de retrouver la sécurité, de voir quelqu'un qui s'occupe de nos problèmes sociaux et quelqu'un qui met le Mali au-dessus de tout. Et c'est ça mon ambition et c'est ça que je veux réussir à mettre dans la tête des Maliennes et des Maliens. Le social, justement, c'est un pilier important de votre programme? Oui, bien sûr. J'ai dit qu'il faut forcément que l'État soit à la disposition des citoyens, que l'État rendre service aux citoyens, que l'État anticipe sur les besoins des citoyens. C'est à l'État de faire des écoles, c'est à l'État de faire des points d'eau, c'est à l'État de faire des centres de santé. Et c'est à l'État d'anticiper sur les crises sociales, les grèves de médecins, les grèves de juges, etc., pour que ce social-là fonctionne. Il faut que notre position sociale soit améliorée, tout simplement. Et c'est pour ça que nous devons nous battre pour que les retards du point de vue de la promotion sociale, que ce soit des femmes, des jeunes, la promotion sociale de façon générale, soit améliorée. Nous avons besoin de l'améliorer, nous avons besoin de montrer que nous progressons vers un bien-être meilleur. Et quand certains parlent d'élargir l'assiette fiscale, vous proposez de supprimer certains impôts? Non,
Ça n'a rien à voir. L'assiette fiscale concerne ceux qui doivent payer les impôts. Il faut faire en sorte qu'il y en ait un peu plus. Plus il y en a, moins ça pèse sur une personne ou sur un groupe d'entreprises. Ceci dit, il y a des impôts qui sont désuets, qui sont vraiment de notre âge. La TDRL, la taxe sur le bétail, franchement, c'est des impôts anciens qui ne correspondent plus à l'ère du temps. Mieux qu'ils ne soient pas recouvrés et mieux qu'ils ne soient même pas compris. Et mieux qu'ils soient plus des outils de corruption et de pression sur les populations rurales. Les populations urbaines, souvent, ne savent même pas que ces impôts existent. Ceci est profondément injuste. C'est pour ça que des impôts comme ceci, il faut les supprimer. Il faut revenir à des impôts plus modernes, comme la TVA par exemple, qui permet de moduler, de faire payer tout le monde et de faire en sorte qu'on rentre vraiment dans la modernité avec les possibilités de déduction, les possibilités de taux variables, etc. On a un impôt moderne sous la main, il faut l'utiliser. Vous parlez de bilan du président sortant, effectivement, il s'enorgueille. Justement, à son arrivée, il parle de 2,3% de croissance. Aujourd'hui, il en est à 6% malgré la crise. Vous savez, la croissance, quand vous allez très bas, vous ne pouvez que le moins dire. 5%, 6%, franchement, c'est pas un miracle. C'est ce que tout le monde fait en Afrique. Quand vous avez 2% après une crise, c'est normal que vous le montiez très vite. À 5%, c'est qu'un effet de rattrapage. Ceci est bien connu de tous les économistes. Il n'y a rien de sorcier dans cela. Maintenant, la croissance doit être créatrice d'emplois, ce qui n'est pas le cas. La croissance doit créer des richesses qui peuvent être mieux réparties, ce qui n'est pas encore le cas. Donc il faut encore beaucoup plus d'efforts pour que notre croissance nous soit vraiment profitable et que chaque ménagère sente que son panier s'alourdit un peu mieux, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'autre question, c'est bien sûr la sécurité. Et sur ce point précis, le président sortant dit qu'il y a eu l'accord de paix signé en 2015. Ça, c'est quelque chose, et l'armée est progressivement en train de reprendre en main les choses. L'accord est signé en 2015. Il était prévu qu'au bout de 2 ans, on aurait fini avec l'accord. On a fait 3 ans. L'accord est toujours là. Il n'est pas appliqué. Ça veut dire donc qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et on sait qu'il a été négocié à partir de juillet 2014 et que le président, en fonction en septembre 2013, en réalité ne voulait pas de l'accord. Il a envoyé son premier ministre à Kidal, il a tourné à la Bérésina et aujourd'hui on a repris les accords comme une sorte de faire-valoir. Toujours est-il qu'il y a un document qui est là, sur lequel les signatures sont apposées. Ce document doit être appliqué et malheureusement il n'est pas appliqué. C'est le constat que je fais. S'il n'est pas appliqué, il faut essayer de savoir pourquoi il n'est pas appliqué. Peut-être qu'il est mal suivi, il y a un comité de suivi des accords. Peut-être qu'il y a un problème de sincérité des acteurs, auquel cas il faut interroger les acteurs. Il y a un rapport qui est fait d'évaluation. Il devait faire 12, et il y a un seul qui a été fait. Donc il est évident qu'il faut creuser tout ça pour pouvoir l'améliorer. L'accord en lui-même, il est là, mais il n'est pas appliqué. On est toujours là à chercher un désarmement qui n'est pas là, une réinsertion qui n'est toujours pas là. Voilà des éléments qui auraient pu donner plus de confiance dans le déroulement actuel de l'accord. Il est évident aujourd'hui que ça piétine et c'est dommageable. Pour le fichier électoral, vous vous inquiétez véritablement? Bien sûr. Vous avez un fichier électoral qui ne correspond pas, à notre avis, au fichier audité. Nous avons un fichier électoral dans lequel il y a énormément de doublons, même des gens qui ont 5 fois leur nom. Il y a des bureaux fictifs, il y a des centres fictifs. Il y a un peu trop de vieillards au Mali, plus de 118 ans. Tout ça interroge sur la sincérité du fichier. Nous avons interpellé le gouvernement, nous avons informé la communauté internationale. Bon, nous sommes actuellement dans les conciliabules en train de voir comment améliorer la situation. Il y a une réunion cet après-midi dans mon cabinet. Je n'ai pas encore les résultats parce que j'étais sur le terrain. Peut-être qu'ils ont trouvé une solution commune. On verra bien. Dernière question. Là, on vous a vu véritablement mener à fond cette campagne. Est-ce que vous vous dites cette fois c'est la bonne? À chaque fois qu'on est candidat, on se dit que cette fois c'est la bonne. On espère bien que cette fois c'est la bonne. Je suis plus que déterminé parce que les enjeux sont extrêmement importants. Nous avons un pays qui est en train de couler. Nous avons des solutions à proposer. Il est évident que nous ne pouvons pas rester en marche. Il faut donner toute sa rage, toute sa force de convaincre. Et c'est comme ça qu'on peut redresser les situations. C'est comme ça qu'on peut avancer. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. Il faut se battre. Il faut se lever tôt le matin, se coucher très tard.
et continuer à se battre, convaincre, expliquer et de bonne foi donner les résultats auxquels on pense que ces résultats peuvent apporter des solutions durables. Nous sommes dans cette phase, nous continuons à nous battre. Demain, je vais aller dans le nord du pays et j'espère que dimanche prochain, on aura de bonnes nouvelles. Merci, Monsieur le Président. Deuxième invité de ce numéro spécial Surface de vérité à Bamako, le jeune Mahamadou Kamara. Il est le porte-parole du candidat président Ibrahim Boubacar Keïta. Dans le camp présidentiel, c'est la sérénité affichée. On appelle l'opposition à faire preuve de retenue et à accepter le verdict des urnes. Notre invité, c'est un Malien né à Paris, figure de la nouvelle génération d'acteurs politiques au Mali, jeune mais il pèse déjà lourd sur la scène politique malienne, ancien ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication. Il est le porte-parole du candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Monsieur Mahamadou Kamara, bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous. Et déjà, comment vous appréciez la communication autour des candidats efficace à votre avis, vous qui êtes un spécialiste de la communication? Bon, il m'est difficile de donner mon avis sur la communication des autres candidats, mais pour ce qui est de celle du candidat IBK que nous défendons, je dirais que nous avons la chance d'avoir une équipe formidable qui fait un super travail depuis plusieurs mois. L'objectif étant de mieux présenter le bilan du candidat IBK, le bilan du président IBK, et de faire comprendre le projet, la raison pour laquelle il souhaite être à nouveau candidat à l'élection présidentielle. Alors pour vous, ça se passe bien côté communication. Est-ce que vous avez fait confiance au niveau de votre camp, aux agences locales, aux communicants locaux? Ça se passe bien parce que nous constatons sur le terrain que l'engouement qui est créé par la personne du président, par les messages qui sont transmis, nous sentons que les gens comprennent et sont heureux du bilan qui est celui de notre candidat, et nous sentons une envie d'aller plus loin dans le cadre d'un deuxième mandat pour projeter le Mali encore plus loin. Donc nous travaillons avec beaucoup de gens, des Maliens essentiellement, il y a également des gens qui nous appuient depuis l'extérieur, des agences de communication, et tout cela se passe très bien. Et vous pensez que l'expertise aujourd'hui, elle est là en Afrique en matière de communication, surtout de communication politique? Évidemment, dans la mesure où la communication politique doit être adaptée au type de public que vous souhaitez toucher. Par conséquent, il est normal de s'appuyer avant tout sur des forces locales qui connaissent l'environnement culturel, traditionnel, et qui sont capables de transmettre les messages pour qu'ils soient compris par les gens que nous souhaitons toucher, à savoir les électeurs. Alors, des dérives parfois constatées dans la communication aussi, pas si grave forcément, mais déjà parfois un peu agressif. Votre camp dénonce notamment des campagnes de diffamation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Oui, vous savez, nous voyons l'élection comme une fête de la démocratie, une fête au cours de laquelle chaque adversaire doit être respecté. Par conséquent, le président IBK nous a dit très clairement que la campagne devait être digne et responsable. Et jusqu'ici, nous nous en tenons à ce mot d'ordre-là. Malheureusement, nous avons constaté que dans d'autres camps, ça n'est pas le cas, que nous voyons apparaître des attaques, des diffamations par presse interposée pour essayer de ternir l'image de notre candidat, de le discréditer auprès du public. Nous savons que ça ne va pas marcher, mais malgré tout, nous appelons ces gens-là à faire preuve de responsabilité, de dignité. Une campagne électorale, c'est pas une guerre, c'est juste une bataille électorale. À l'issue du scrutin, quelqu'un va gagner et tous les Maliens vont se retrouver. Par conséquent, allons sur le terrain, faisons campagne sur la base de notre bilan, de notre projet. N'allons pas dans ce genre de diffamation qui n'apporte rien à la démocratie et qui contribue à discréditer ceux-là même qui sont à l'initiative. Ça participe de la com politique. Oui, mais non, c'est pas de bonne guerre. Je suis désolé. Quand vous touchez à l'honneur des gens, que vous salissez leur nom sur la base de fausses informations, de diffamation, c'est pas de bonne guerre. Ça, nous ne le faisons pas et nous ne comprenons pas que les autres s'y adonnent. Donc il faut que ça cesse. Allons sur le terrain, concentrons-nous sur les arguments, le bilan, le projet, et sur ça, il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire justement sur la question de la corruption, la bonne gouvernance, par exemple. C'est là aussi que vos adversaires frappent aussi. Ils estiment que votre candidat n'a rien fait dans ce sens. C'est pas vrai. Vous savez, déjà, il faut savoir que la corruption n'est pas née avec l'élection d'IBK en 2013. La corruption existait depuis un bon moment. Et elle est même devenue endémique. Donc ce qu'a fait le président, c'est déjà faire un état des lieux et mettre en place les outils afin que la lutte contre la corruption soit plus efficace.
C'est pourquoi il a été créé un office de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite qui permet ainsi à l'État d'être doté d'un outil qui va aller à la source, savoir le patrimoine des personnalités qui sont en responsabilité et qui pourra régulièrement évaluer s'il y a des anomalies. Il y a aussi le bureau du vérificateur général qui existe depuis quelques années, dont le rapport annuel est directement transmis à la justice. Donc c'est à la justice de faire ce travail. Cela dit, il faut reconnaître que sur ce point, il nous faut aller plus loin. Il faut que nous mettions la justice à niveau, qu'elle soit dotée de moyens afin qu'elle puisse appliquer sa mission, de juger les gens qui se sera donné à des faits indélicats et aussi de faire en sorte que la manière dont est géré l'argent public soit assainie. Donc il y a une volonté politique qui est claire, les instruments pour le faire ont été mis en place. Aujourd'hui, il faut accélérer et opérationnaliser tout ça. Vous écoutez vos adversaires, notamment le principal challenger, celui-là qu'on considère ainsi, Soumaïla Cissé. Il estime que votre candidat n'a pas de bilan à défendre. Écoutez, je l'inviterai à lire tous les documents que nous avons produits, je l'inviterai à consulter les archives du gouvernement, parce que ça fait 5 ans que le président a été élu et ça fait 5 années qu'il y a des résultats. Cela dit, je voudrais rappeler la situation du pays en 2013. Le président Ibeka a hérité d'une situation catastrophique. Vous le savez, vous venez du Burkina, nos pays sont frères, sont liés, le Mali s'était écroulé, notre armée avait été mise en déroute, le territoire occupé aux 2/3 pendant plus de 10 mois, l'administration complètement désorganisée, un coup d'État nous avait touchés, l'économie était en faillite, il y avait une désunion sociale au niveau des Maliens. Voilà le Mali dont nous avons hérité. Et petit à petit, il a fallu, pendant ces 5 années, redresser le Mali. Tout d'abord en rebâtissant les fondamentaux de la maison Mali. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est déjà assurer la paix. C'est ce qui a été fait à travers la signature d'un accord pour la paix et la réconciliation en 2015, qui aujourd'hui a fait en sorte qu'il n'y ait plus de combat fratricide. Il n'y a plus d'opposition entre l'armée et les anciens groupes rebelles. Il n'y a plus d'opposition entre les différents groupes rebelles. Il n'y a plus de belligérance. Aujourd'hui, il y a un combat commun de tous contre le terrorisme, avec l'appui des forces étrangères. Voilà, donc ça c'est un premier acquis, la paix. Vous pensez que ce n'est pas un bilan? Là, ils estiment que, même là encore, au contraire, les choses sont quelque peu aggravées, puisqu'il y a eu une évolution vers le centre, par exemple. Non, attention, il faut reconnaître qu'il y a encore des poches d'insécurité dans le pays, mais moi je vous parle de paix. Avant, les Maliens se battaient entre eux, aujourd'hui il y a la paix. Deuxième point, dans ce qu'il a fallu rebâtir pendant ce mandat, c'est une armée à hauteur de souhait. Je le disais, l'armée avait été mise en déroute. Elle était sous-équipée, sous-formée, elle n'avait pas le moral. Donc il y a un effort conséquent qui a été fait pendant 5 années afin de remettre à niveau l'outil de défense. Aujourd'hui, nous avons une armée dont nous sommes fiers. Qui a repris les choses en main. Qui a repris les choses en main. Autrefois, l'armée était attaquée et c'était la déroute. Aujourd'hui, vous avez une armée qui est conquérante. Lorsqu'elle est attaquée, elle poursuit les assaillants et les neutralise. Aujourd'hui, nous avons une armée qui est davantage présente sur le territoire. Il y a eu plusieurs milliers de recrutements. Nous avons une armée qui est dotée de la 3e dimension, du vecteur aérien, à travers 11 aéronefs qui ont été acquis pendant tout le mandat. Ça change tout. Vous pouvez surveiller le territoire. Vous savez que notre territoire est très vaste. Vous pouvez intervenir, transporter vos hommes, vos troupes d'un théâtre d'opération à un autre dans un temps assez limité. Autrefois, ça n'était pas possible. Vous avez des militaires qui sont équipés de gilets pare-balles, de casques, de rangers. Vous avez une vraie armée. Voilà, ça c'est le bilan. Il y a aussi le bilan économique. Nous sommes arrivés, l'économie était en récession, près de 2%, de moins 2% de taux de croissance en 2012. Et à 6%. Aujourd'hui, nous sommes à 6%, avec une moyenne de 5,5% sur les 4 dernières années. C'est une performance. En économie, ça, c'est rien. Comment ça, c'est rien? À 6%, on estime qu'en termes d'impact, c'est rien. Il faut faire encore plus. Évidemment, il faut faire plus. Mais on aimerait bien, et on est en train de mettre en place les mécanismes qui le permettront. Mais ne dites pas que c'est rien. Ça a permis quoi? Qu'est-ce qui a fait que la croissance a atteint plus de 5%? L'investissement massif qui a été fait dans le secteur de l'agriculture et de l'agro-industrie. Notre pays est un pays d'agriculture. Nous avons les 2/3 de notre population qui vit en milieu rural. Aujourd'hui, après 5 années d'investissement massif, c'est 15% du budget national qui est consacré à ce secteur. Nous avons une production céréalière qui a explosé. Nous sommes passés de 6 millions de tonnes de céréales à 9,5, 62%. Nous sommes devenus le premier producteur de coton. Le Burkina est désormais derrière nous. 700 000 tonnes lors de la dernière campagne. Mais tout ça sont des revenus pour les cotonculteurs, pour les paysans
qui leur permettent d'investir dans leur logement, dans leur santé, dans l'éducation de leurs enfants, d'améliorer leur cadre de vie. Vous ne pouvez pas dire que la croissance, c'est rien. La croissance, c'est aussi plus de 250 000 emplois qui ont été créés dans le secteur formel, sachant que les emplois du secteur informel sont difficilement quantifiables, mais nous savons qu'ils sont de plusieurs centaines de milliers. Donc, il y a des choses qui s'améliorent, c'est évident. Beaucoup reste encore à faire. Mais si le président sollicite un second mandat, c'est justement pour aller encore plus loin. Il a consacré ce premier mandat à la refondation de la maison Mali, des fondamentaux, soubassement. Ce deuxième mandat doit être consacré à l'accélération des chantiers et à la correction des manques qu'on a pu constater lors de ce premier mandat. Plus d'investissements, notamment dans le secteur des infrastructures? Absolument, mais beaucoup a été fait. Déjà, allez à Ségou. Ségou a changé de visage. Vous avez un échangeur multiple, vous avez une autoroute qui peut encore jusqu'à Ségou. Allez à Koulikoro, autoroute 2 fois 2 voies, ça n'existait pas avant. Allez à Caille. Le deuxième pont est en chantier, le premier pont a été réhabilité, le pont de Caillé. Non, ça n'est pas enclavé, il y a une route. Et je suis en train d'expliquer que ce pont-là qui permet aux marchandises venant de Dakar, du port de Dakar, d'atteindre la capitale et d'autres régions du Mali, est aujourd'hui réhabilité. Donc ça améliore justement les flux, le trafic, le commerce. Tout ça est positif. Évidemment, il faut aller plus loin. Il y a un projet de 4e pont à Bamako. Il y a de multiples projets de routes bitumées ou des routes renforcées dans tout le pays, y compris dans le nord du pays. Il y a ce projet gigantesque de barrage de Taoussa dans la région de Gao. Un barrage qui permettra, d'une part, la navigabilité sur le fleuve Niger dans cette région, qui permettra, d'autre part, l'irrigation pour améliorer la production, la productivité agricole, mais également de permettre la production hydroélectrique. Vous voyez, donc les chantiers sont là, les choses ont été amorcées, beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire. Notamment dans les secteurs sociaux, par exemple. Absolument. Nous avons mis en œuvre un plan assez large, à travers le programme présidentiel d'urgence pendant les dernières années du mandat, qui a permis de remettre à niveau, de mettre de l'eau, de mettre de l'électricité partout où les populations en étaient dépourvues. Il faut donc accélérer cela, aller plus loin, parce que nous savons que la demande sociale est importante, et la vocation des politiques, c'est ça, répondre à la demande sociale, faire en sorte que chaque citoyen partout sur le territoire soit satisfait et qu'il puisse avoir accès aux services publics. C'est l'essentiel. Vous parlez d'emploi tout à l'heure, on écoute la jeunesse malienne, on sent qu'à ce niveau encore, le besoin il est là, il est présent. Évidemment, nous avons tous dans nos familles des jeunes qui n'ont pas d'emploi. Chacun est touché dans sa chair par le fait que des jeunes sont loisifs, parce qu'il n'y a pas assez d'emplois qui sont générés par l'économie. Donc ce que nous avons fait, nous avons dit, investissons dans l'agriculture, poussons les jeunes à rester en milieu rural, parce que là-bas, il y a des leviers, des sources d'emploi importantes. Et nous disons à ceux qui sont sortis du système éducatif et qui ne trouvent pas d'emploi, nous disons, revenez vous former. Il y a une inadéquation entre les besoins du marché de l'emploi et la formation de nos jeunes. Donc c'est plus de 35 000 formations qui ont été financées pendant ce mandat et qui ont permis de remettre à niveau des jeunes qui sont désormais plus compétitifs sur le marché. Tout cela doit se poursuivre. Nous voulons une politique d'apprentissage, de formation technique pour que nos jeunes s'orientent également vers les métiers manuels, les métiers d'artisanat, où là, il y a des besoins réels. Donc l'économie crée des emplois, pas suffisamment. Donc, nous sommes des emplois décents surtout? Oui, des emplois décents. Un emploi qui n'est pas décent, je ne considérerais pas qu'il s'agit d'un emploi. Ce qu'il faut, c'est améliorer la formation des jeunes et les rendre en adéquation avec les besoins du marché. Et vous verrez, de plus en plus de nos jeunes arriveront à trouver leur place dans le monde du travail. Donc plus d'investissement dans le capital humain? Tout à fait, c'est ça. Au cœur du projet, il y a la jeunesse. Le projet du candidat Ibeka pour ce second mandat, c'est la jeunesse. Tout ce qu'il va mettre en œuvre est conçu pour la jeunesse. Il nous dit souvent, ma génération arrive à la fin de son parcours. Ce que je veux, c'est transmettre un Mali neuf, un Mali debout, un Mali modernisé pour que vous, jeunes, vous puissiez aller encore plus loin. Ça veut dire que toutes les actions qui seront conduites, que ce soit dans le domaine de la sécurité, de la paix, de l'économie, dans les secteurs sociaux, est fait pour la jeunesse du Mali. C'est à elle maintenant de relever le défi. Voilà, le président travaille pour nous et demain nous serons prêts à prendre le flambeau. En face, notamment dans le camp Soumaïla Cissé, on estime que justement cette jeunesse n'a plus d'espoir et le slogan c'est bien sûr restaurer l'espoir. Vous savez, moi ça m'amuse un peu, vous me parliez au début de communication politique. Souvenez-vous, en 2013, le slogan du candidat Ibeka, c'était l'honneur du Mali et le bonheur des Maliens. Et les slogans du candidat que vous citez sont aujourd'hui la fierté et l'espoir. Bon, c'est du copier-coller. Vous êtes vous-même un communicant, vous l'aurez compris. Je pense que ce candidat a un mandat de retard. Aujourd'hui, nous sommes en 2018, le Mali a changé, le Mali a progressé, le Mali s'est redressé.
L'espoir, il est là, il a été suscité en 2013 par le candidat Ibeka, il a été en partie réalisé. Mais je reconnais qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc c'est ça le sens de ce deuxième mandat que nous sollicitons. Ça ne sert à rien de sortir des slogans comme ça, tirer les meilleures boîtes de com européennes. Non. Nous vivons la réalité du terrain malien. C'est ça qui nous concerne. Nous constatons que que le Mali va mieux, mais qu'il y a encore beaucoup à faire, notamment pour les jeunes, et nous y travaillons. Et le débat sur le fichier électoral, on l'a entendu tout à l'heure, effectivement, au niveau de l'opposition, on estime qu'il y a justement des velléités de fraude. Quand on regarde ce fichier, il parle de près d'1 million d'électeurs fictifs, de bureaux de vote fictifs. Alors, à votre niveau, comment vous l'analysez? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'effectivement, au niveau de l'opposition, on estime que la majorité, le pouvoir ne dément pas ces informations que nous donnons. Ils disent que ça peut exister, mais on va essayer de voir. Est-ce qu'effectivement, c'est votre état d'esprit? Non, le pouvoir n'a jamais dit ça. Le pouvoir dit depuis le début, il n'y a qu'un seul fichier électoral. Et c'est ce fichier qui a été audité à la demande de l'opposition. Le président de la commission d'audit est un membre de l'opposition, et ce fichier a été audité et jugé crédible, et donc c'est un fichier consensuel. Vous savez, moi ce que je comprends, c'est que les uns et les autres sont sur le terrain depuis quelques semaines. Les uns et les autres constatent vers qui penche la balance. Les uns et les autres savent à peu près sur qui se portera le choix des Maliens. Et donc certains, sachant cela, préparent des instruments de déstabilisation. Ce sont des actions d'aveu d'impuissance déjà? C'est des actions de mauvais perdants. Nous leur disons, allez sur le terrain, battez campagne, allez convaincre les Maliens, parlez de votre projet, présentez vos arguments. Et si vous êtes convaincants, ils vous choisiront. Mais n'allez pas dans ce genre de débat. Tout a été fait pour créer la confiance et la transparence. La loi électorale qui nous régit est une coproduction de l'opposition et de la majorité. C'est eux qui ont souhaité certains changements dans cette loi. Cela a été fait, validé. L'audit du fichier, je le disais, c'est eux qui l'ont demandé. Les cartes d'électeurs avec lesquelles nous allons voter, ce sont eux qui les ont demandées. Le gouvernement a accédé à toutes les demandes de l'opposition parce qu'il était capital que cette élection se fasse dans la plus grande transparence. Le Mali ne peut pas se permettre une crise post-électorale. Par conséquent, moi j'appelle à la responsabilité de tous les acteurs, notamment ceux de l'opposition. On ne joue pas avec le feu. Allez à l'élection. Si vous constatez qu'il y a des manquements, etc., vous les signifierez par les voies légales qui existent. Mais ne jouez pas avec la rue. Ne prenez pas le risque de faire en sorte que notre pays retombe à nouveau dans une situation catastrophique. 5 années ont été consacrées au redressement du Mali. Vous êtes là depuis quelques jours, vous constatez que les Maliens vivent en paix. Nous ne voulons pas une crise post-électorale. Donc, faites attention, opposition. Soyez responsables. Nous avons beaucoup à perdre. Vous craignez cela, justement, une crise post-électorale? Je crois au bon sens des Maliens. Je ne suis pas convaincu que le discours que j'entends depuis quelques jours de la part de l'opposition prenne vraiment et que les Maliens y attachent de l'importance. Les Maliens sont concentrés sur l'élection, sur la campagne électorale, ils écoutent, ils voient les arguments des uns et des autres et j'espère qu'ils iront massivement voter le 29 juillet. C'est tout ce qui compte. Chacun doit accepter le verdict des urnes, quel qu'il soit. Et justement, parlant du taux de participation, c'est d'autres inquiétudes, justement aussi. On a vu que récemment, le bilan fait état d'un taux de retrait des cadres autour de 62%. Il y a eu ces jours fériés décrétés pour permettre au maximum de personnes d'aller retirer les cadres. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on est confiant à ce niveau par rapport au taux de participation? Excusez-moi, je pense que vous n'êtes pas à jour pour ce qui est du taux de retrait des cartes. On a dépassé les 72%. Ce qui est pas mal dans la mesure où les cartes ne sont disponibles que depuis le 20 juin. Donc en un mois, 72% du corps électoral a récupéré sa carte. C'est pas mal. Il reste encore quelques jours, j'espère qu'on pourra dépasser les 80%. Cela dit, vous le savez comme moi, le vote n'est pas obligatoire. Les Maliens ont le droit de faire le choix d'aller voter ou pas. Nous souhaitons que le taux de participation soit le plus élevé possible. Cela prouvera que les Maliens ont compris l'enjeu de cette élection. Et nous avons espoir qu'effectivement, ils porteront leur suffrage sur notre candidat, Ibeka. Mais je dirais, quel que soit le taux de participation, la victoire de celui qui sera annoncé sera une victoire. Voilà, il faudra travailler. Vous savez que dans nos pays, les taux de participation ne sont jamais très élevés, et je dirais même dans le monde entier. Et vous serez fair play, justement, si la victoire n'est pas à votre côté, justement? Mais nous l'avons toujours été, fair play. Vous savez, ça n'est pas la première élection à laquelle participe Ibeka. Il en a perdu. De manière... en tout cas, il a été annoncé qu'il avait perdu.
il a toujours accepté le verdict. Il n'y a aucune raison que ça change. Cela dit, nous sommes confiants en notre victoire. C'est justement à l'issue de cette campagne qui s'achève, au regard de la mobilisation de l'engouement, on se dit ce deuxième mandat, c'est un acquis? On discute depuis quelques minutes, vous constatez que je suis serein, effectivement, parce que comme je le dis, le terrain parle. Lorsque vous échangez avec les Maliens, qu'ils soient à Kidal, Kay, Gao, Tombouctou, Sikasso ou à l'extérieur, vous constatez qu'il y avait vraiment une fusion, je dirais, une empathie entre notre candidat et le peuple du Mali. Exactement comme ce qui s'est passé en 2013. Ils ont compris ce qui a été fait, ils ont compris que ce qui a été fait l'a été dans un contexte très difficile. On sortait d'une crise sans précédent. Et ils ont compris, je crois, ce qu'on veut faire, à savoir amplifier les acquis, consolider ce qui a été fait et qui est positif, et corriger les manques dans les domaines où ils auront été identifiés. Monsieur Mahamadou Kamara, merci. Merci à vous. Je rappelle que nous étions donc avec Monsieur Mahamadou Kamara, il est le porte-parole du candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellent suivi de programme. Bonsoir.